Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir partout où vous nous suivez, surtout ceux de la diaspora qui sont scotchés avec cette chaîne de prédilection, comme j'aime dire, et votre émission Marc Bazar sur la DRTV, la chaîne du bassin du Congo. Il faut dire que depuis que le Congo s'est engagé pour la présidentielle de mars 2026, en tout cas, les partis politiques et les acteurs, pourquoi pas les Congolais, sont en train de fuiter les armes pour ce grand événement. Nous avons ouvert ce plateau Marc Bazar pour un but, mettre à la disposition des Congolais les pensées politiques de ces candidats que vous allez choisir. Avant donc le lancement de la campagne, nous avons prêté attention à tous les candidats qui se sont alignés. Le principe démocratique voudrait que la presse accompagne chacun d'eux en vous apportant de la matière. Pourquoi se sont-ils engagés? Pourquoi chacun s'engage? Telle est la question que nous posons sur ce plateau avant même qu'on arrive à décortiquer leur contenu ou le contenu de leur message de campagne. Aujourd'hui, j'ai reçu sur ce plateau, en tout cas celui qui n'est pas à présenter, c'est un grand habitué de la présidentielle, le président Ephrem Dev Mafoula. Il est président du parti Les Souverainistes. Nous avons eu à le recevoir souvent sur ce plateau. Il a eu à donner en tout cas matière politique, les idées politiques à l'opinion congolaise. Il était de bonne loi pour nous de le faire revenir sur ce plateau parce que pour une fois, il s'est engagé en tout cas à cette bataille face aux mêmes challengers et aux nouveaux Congolais qui se sont lancés donc à cette compétition. Que pense-t-il de son engagement après la première tentative? A-t-il les outils pour affronter cette compétition? A-t-il la conviction, peut-être la foi pour ceux-là qui prient, de pronommer la destinée en tout cas de ce pays et d'ailleurs de vous, les Congolais? Bonjour, Président Dave. Bonjour, Monsieur Okilas. Merci infiniment. Je sais que vous avez un calendrier en tout cas très chargé. Vous avoir, ce n'était pas facile, mais vous avez disposé le temps de venir sur ce plateau. Je comprends la connexion que vous avez avec les Congolais. L'expérience sur ce plateau nous l'a démontré. La santé. Ça va très bien. Je pense que, tel que vous me voyez, je suis celui qui a accepté de mener le combat pour le changement dans ce pays, de défendre les Congolais. Donc, à chaque fois que vous avez besoin de moi, je réponds présent, simplement parce que je suis un serviteur du peuple. Merci une fois de plus. Il faut rappeler que nous travaillons sur les idées politiques. J'insiste, c'est l'un des candidats qui a alimenté l'opinion en matière d'idées politiques. Et les séquences de son passage ici continuent à être saucissonnées et envoyées dans les réseaux sociaux. Cela enrichit la culture démocratique. Merci beaucoup, Président, en tout cas pour cela. Alors, avant d'aller dans le vif de notre échange, pourquoi traînez-vous à Brazzaville alors que toute la classe politique presque est à Djambala? Merci pour cette question. Je ne pense pas être le seul à être ici à Brazzaville. Alors que Manango aussi. Je crois, mais il n'y a pas que moi et celui que vous avez cité. Je pense qu'il y en a d'autres qui ne sont pas partis. Moi, je prends acte de la tenue de ce dialogue. Je pense que le dialogue, c'est toujours une bonne chose. Notre pays a besoin d'un dialogue. Mais je pense que ce dialogue va manquer de crédibilité. En tout cas, ceux qui ont pensé, ont voulu de ce dialogue, n'ont pas voulu crédibiliser le dialogue. Pourquoi? Parce que je pense que lorsque on veut discuter des questions qui engagent l'avenir de notre pays, il est toujours important de s'ouvrir, d'aller toucher toutes les sensibilités. Le moins est haïssable, mais je pense que le peuple sait ce que le parti Les Souverainistes représente dans le combat démocratique de notre pays. La raison, je pense qu'elle est donnée de côté administratif comme quoi, parce que nous n'avons pas notre récépissé. Mais la question que je me pose, quelle est la formule magique que les autres ont utilisée, que nous n'avons pas utilisée pour avoir le récépissé? Parce que nous sommes parmi les partis les mieux structurés en termes d'exigences que le ministère de l'Intérieur nous demande. C'est-à-dire que les
sièges dans le département. Nous avons eu, avant les 15 départements, nous avons eu les sièges dans les 12 départements. Et jusqu'à aujourd'hui, la demande traîne encore au niveau du ministère de l'Intérieur et on ne veut pas nous délivrer notre récépissé. Je comprends, on n'a pas de familiarité avec le PCT. Nous ne faisons pas le jeu avec le pouvoir. Et comme dans leur méthode, il faut toujours être soit parent, soit petit frère, soit quelqu'un qui collabore avec eux pour qu'ils leur délivrent le récépissé. Nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas là. Mais le véritable dialogue, M. Okilas, c'est le dialogue que nous préparons. Parce que si demain, les Congolais m'élisent président de la République, la première des choses que nous allons faire, c'est d'organiser un véritable dialogue national où toutes les sensibilités seront conviées. Les Congolais seront conviés parce qu'il faut discuter des questions fâcheuses de notre pays. Il faut engager le pays vers l'apaisement, c'est ce que nous proposons. Il faut un pardon global et c'est comme ça que nous pouvons considérer que nous aurons une possibilité d'ouvrir le pays vers un nouveau départ. Donc le véritable dialogue attend encore. Alors vous soulevez là une question qui m'étonne parce que nous vous avons suivi à la présidentielle passée. Vous avez eu le même problème, si je ne me trompe pas, la question du récépissé. Comment expliquer, c'est à vous que je pose la question aux Congolais, comment expliquer que vous, qui êtes habitué, carriériste de la présidentielle, ça s'appelle la seconde fois, puissiez avoir un parti qui n'a pas de récépissé, alors qu'au Congo, nous parlons toute franchise, il y a des partis qui ont des récépissés dont on ne connaît pas. Mac Bazar s'engage de le dire, qui n'ont pas de siège même à Brazzaville et qui n'ont pas d'ancrage, dont même les leaders n'ont pas de voix. Ils n'ont pas de voix, on ne connaît pas. Comment vous expliquez cela? Est-ce qu'une menace? Ce n'est pas à moi d'expliquer, mais je crois que le constat peut être fait par tous les Congolais. Peut-être nous représentons une menace pour le pouvoir en place. Je parle de menace en termes démocratiques parce qu'ils savent que évidemment, si si les souverainistes ont leur récépissé, ils savent très bien ce que nous sommes capables de faire. Mais vous venez de le dire, je ne condamne pas tous ceux qui ont des récépissés, mais qui ne sont pas réellement dans le combat politique, dans le combat de la démocratie de notre pays. Mais il est quand même... enfin, je vais dire, pour l'administration, c'est une honte. C'est une honte d'avoir des gens qui, en réalité, ne sont pas des véritables acteurs de la vie politique de notre pays, les avoir donc pendant ces assises, et ceux qui se battent réellement puissent être mis de côté. Mais je comprends aussi, parce que je vous ai dit, cela démontre que nous sommes dans le vrai chemin, cela démontre que nous ne sommes pas... nous ne faisons pas ami-ami avec le pouvoir. Cela démontre aussi que nous dérangeons. Et bon, c'est tout à fait normal, mais nous pensons que demain, les choses vont changer parce que nous sommes engagés pour que nous puissions redonner à notre pays la crédibilité dans tout ce qu'il fera. Donc vous pouvez compter sur le combat que nous sommes en train de mener pour changer ces choses. Échange candidat, population oblige. Le retour des candidats, c'est sur le mur Mac Bazar, comme j'aime le dire. Alors on va apprendre à s'interroger, surtout c'est le moment de s'interroger, d'interroger la politique. Le parti SNER de Ntoumi a un récépissé. D'autres partis que je ne cite pas de nom, on peut se regarder en face. J'ai posé la même question à certains présidents de ces partis qui n'ont pas d'action sur le terrain, qui ne communiquent jamais. Ils n'ont pas d'activité. Pourquoi se retrouver alors que il y a deux candidats que nous avons ciblés ici, qui nous ont marqués, Dave Mafoula. En tout cas, c'est pas vous. Les Congolais connaissent vos actions. Vous faites la tournée du Congo. Vous le faites, vous avez un concept. Vivien Manangou, très bouillant, il a gagné le terrain, la télé, tout. Bon, le parti est connu. Il communique partout. Comment expliquer que des candidats qui ont déposé leur candidature ne puissent pas assister à une concertation ou un dialogue sur l'avenir du pays ou sur les élections? C'est une question qui mérite certainement une réponse. À vous les réponses. Alors, président Dave
Vous avez une vieille expérience, il faut le dire, parmi ces candidats. Il y a Kinoubi qui a une expérience, Angios a une expérience, mais en tout cas, vous l'avez parmi les jeunes. Vous connaissez votre challenger. Alors, aujourd'hui, vous vous engagez de nouveau à cette bataille. Au regard des résultats que vous avez eu à voir, est-ce que en fait, il faut dire, cette candidature qui est la vôtre, ce n'est pas une candidature de trop pour vous? Alors, non, monsieur Okilas. Non, je crois que la question, elle ne devrait même pas être posée de cette manière, permettez-moi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de candidature de trop. La candidature de trop, je crois qu'on la connaît. La mienne, elle n'est pas de trop, parce que c'est la deuxième fois que je suis candidat. Évidemment. Mais pourquoi je suis candidat pour la deuxième fois? Parce qu'en réalité, il n'y a pas eu des solutions aux problèmes des Congolais. Je ne suis pas candidat parce que j'ai envie d'être candidat. Je suis candidat parce que j'ai des solutions à proposer aux Congolais. Parce que nous sommes dans une situation de grande détresse. Vous voyez très bien ce qui se passe dans notre pays. Il faut très bien que les gens le reconnaissent, que nous devons nous lever pour que les choses puissent changer. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, nous avons les opérateurs économiques qui sont dans une extrême détresse. La dette intérieure. Effectivement, vous évoquez déjà la question de la dette. Nous avons une dette pratiquement de 8 000 milliards. Et cette dette représente, je crois que 62% de cette dette est représentée par la dette intérieure. Et cette dette intérieure, qu'est-ce qui se passe? C'est que les opérateurs économiques ne sont pas payés, et ce qui fragilise l'économie de notre pays. Et pour cela, il faut que des gens se lèvent. Il faut qu'un candidat puisse dire, voilà comment est-ce que je peux traiter le problème de la dette commerciale. Parce qu'on ne peut pas continuer à dire, relançons notre économie, si on ne pense pas que le véritable levier, mais très rapide, de la relance économique, c'est l'apurement de la dette commerciale. Pourquoi je le dis? Parce que c'est le seul moyen de faire en sorte que nous puissions très rapidement relancer l'économie, parce que c'est l'argent que vous allez injecter dans les comptes de ces entrepreneurs, mais qui va rapidement circuler dans l'économie nationale. Parce que quand vous payez un fournisseur, quand vous payez un PME, mais qu'est-ce qu'il va faire? Lui ici, il va payer les salaires. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va investir, et donc c'est l'économie réelle qui va fonctionner. C'est un problème qui est patent. Vous prenez aujourd'hui le problème des retraités, qui sont à pratiquement 52 mois d'arriéré. Vous prenez le problème avec les enseignants communautaires, les étudiants qui ne sont pas payés, les bourses d'étudiants. Vous prenez les agents de tous ceux qui sont dans les organismes publics, donc Université Marien-Ngouabi, CHU, il y a la Poste, vous prenez les mairies, les gens ne sont pas payés. Donc, il y a une crise sociale qu'il faut résoudre. Et c'est pour cela que je me suis dit, puisque je suis parmi les seuls qui a pris le temps de discuter avec les Congolais, j'ai entendu les Congolais. Ils m'ont dit ce qui ne va pas. Ils m'ont aussi fait comprendre qu'ils espèrent mieux. Et parce que je sais que le Congo peut vivre mieux, alors j'écoute les Congolais. Je décide d'apporter, moi, ma contribution pour le redressement de notre pays en étant candidat, parce que je suis celui qui apporte les solutions aux problèmes des Congolais. Merci, vous anticipez déjà sur l'économie, mais nous restons un peu sur l'esprit de cette élection. C'est quand même surprenant, chers téléspectateurs, il faut dire que, établissez les rapports de force, permettez-moi. Est-ce que le parti souverainiste peut faire peur au parti de la majorité? Et comment ce parti ne peut pas avoir un récépissé? Ça nous reviendra. Non, mais je préfère répondre à votre question. Je crois qu'elle elle est importante quand vous dites, est-ce que le parti Les Souverainistes peut faire peur? Parce que vous avez en face de vous une nébuleuse. Le PCT et ses partis alliés, c'est des vieux partis qui ont de la stratégie bien structurée, qui ont l'ancrage sur le terrain. Et c'est là où ça étonne l'opinion.
Monsieur Okilas, si vous cherchez la grandeur entre les souverainistes et le PCT avec ses alliés, vous le trouvez. Mais si vous cherchez un peu plus loin, c'est-à-dire ce que les Congolais veulent, à ce moment-là, vous allez comprendre qu'en réalité, le PCT, il est petit comme ça. Parce que les Congolais n'en veulent plus de ce parti. Les Congolais ne demandent plus à ce que ce parti continue à diriger notre pays. C'est à ce moment que nous pouvons nous dire que la force... C'est ce qu'ils vous ont dit. En réalité... Écoutez, est-ce que vous avez vu un membre du PCT qui a fait le tour du pays durant les 5 années précédentes, de 2021 à 2026? Même le président ne l'a pas fait. Bon, je vois ce qu'il est en train de faire, mais c'est normal parce que nous allons vers une élection et comme il est candidat, il a commencé la pré-campagne. Mais aucun dirigeant du PCT n'a fait le tour du pays pour comprendre les aspirations des Congolais. Pourquoi? Parce qu'ils le savent. Ils connaissent déjà le problème des Congolais. Ils savent très bien que les Congolais sont en colère et ils ont été indifférents pendant 42 ans, indifférents de ce que ressent le peuple. Et même, je pense que le président, en étant candidat, il est aussi indifférent de ce que veut le peuple, parce que le peuple ne veut plus de sa candidature. Donc, la force, ce n'est pas le parti des souverainistes. La force, ce n'est pas M. Mafoula. La force, c'est le peuple qui demande le changement, et nous sommes debout pour aller vers le changement. De toute façon, j'ai ouï dire que point ne sert de faire la ronde, le bilan est positif. Écoutez, je peux comprendre, on est en politique. Ceux qui ont dirigé pendant 42 ans estiment que le bilan est positif. Il n'y a pas de problème. Mais le bilan n'est pas verbal. Le bilan est palpable. Le bilan, c'est l'eau. Est-ce qu'ils ont résolu les problèmes d'eau? Le bilan, c'est l'électricité. Est-ce qu'ils ont résolu le problème d'électricité? Le bilan, c'est aussi le problème d'éducation. Est-ce qu'ils ont résolu le problème d'éducation? Le bilan, c'est aussi la santé. Est-ce qu'ils ont résolu le problème de la santé? Si vous ne comprenez peut-être pas ce que je dis, allez-y dans les ménages, circulez dans les quartiers de Brazzaville, les arrondissements, vous allez voir qu'il y a des gens qui traînent avec des bidons, nuitamment, pour aller chercher de l'eau. Allez-y voir les enseignants communautaires qui vont vous dire que nous sommes à plus de 8 mois et nous ne sommes pas payés, alors que eux, ils sont ceux qui tiennent l'éducation nationale. Allez-y au CHU. Moi, je connais une dame avec qui on a discuté hier seulement, qui m'a dit, Monsieur Mafoula, il faut que tu parles de notre situation parce qu'on n'est pas payé. Comment, dans un hôpital, nous qui travaillons, nous qui sauvons des vies, on n'est pas payé? Et vous voulez que ça se passe comment? Vous voulez qu'on arrive à sauver des vies? Vous voyez? Et donc, il y a une gronde sociale qui est là. Parce que ceux qui nous ont dirigés pendant 42 ans n'ont pas mis l'humain au centre de la préoccupation politique. Pour eux, c'est la bourgeoisie d'État. Pour eux, c'est leur poche, c'est leur famille. Et c'est des gens qui ont dirigé, en réalité, pas pour le peuple, mais pour eux-mêmes. C'est pour cela que je vous ai dit qu'ils peuvent parler du bilan, mais le bilan social, il est négatif. Le bilan économique, il est négatif. Mais il y a quelque chose qu'on ne dit pas aussi. Pourquoi on ne parlera pas du bilan moral du président Denis Sassou Nguesso? Après 42 ans au pouvoir, qu'est-ce que le Congo est devenu sur le plan moral? On a des voleurs qui sont des autorités politiques. On a des gens qui ne sont plus exemplaires. Sur ce terrain moral, il y aura beaucoup de choses à dire. Mais la lutte contre la corruption a été lancée dans ce pays pour ce faire. Et je vous parle encore, de l'État. Vous voyez, je vous parle du bilan moral. Est-ce que aujourd'hui vous pouvez dire que nous sommes dans un pays où la lutte contre la corruption a marché? Non. Parce que, en réalité, la corruption, les acteurs de la corruption sont au gouvernement. Je ne le dirai pas là, mais pendant la campagne, nous allons quand même faire comprendre aux Congolais que la majorité de ceux qui nous dirigent sont eux-mêmes ils sont vraiment embourbés dans la corruption. Et c'est pour cela que nous devons aller vers le changement. Mais le changement que nous proposons, M. Okilas, ce n'est pas un changement brutal. C'est une rupture, mais nous voulons faire cette rupture avec tous les Congolais, même ceux qui sont au PCT, mais qui savent qu'ils ne sont pas dans cette situation où on a géré, malheureusement, on a mal géré le pays,
mais ceux qui sont capables d'engager le pays vers un redressement, vers un nouveau départ, tous les Congolais, toutes les Congolaises de bonne volonté qui vont être, en tout cas dans cette discipline d'idées, pour aller vers le changement, nous allons travailler avec ces personnes-là. Mais ce que je vous dis, c'est ce que les Congolais comprennent, que le bilan du président Sassou, en réalité, s'il avait encore ce sens humain, il allait comprendre qu'il a fait mal au pays et que ce n'était plus le moment de se présenter à une élection présidentielle. Parce que ce qu'on n'a pas fait en 42 ans, je ne pense pas qu'on peut le faire en 5 ans. Réflexion et doléance donc du parti Les Souverainistes à travers son président. Alors, président, la présidentielle est là, elle a été convoquée. Est-ce que, à votre lecture de politique, vous connaissez mieux le pays parce que vous avez sillonné partout, vous écoutez les Congolais, les politiques, est-ce que cette élection donne la chance, et à vous, à tous les candidats, et au Congo, je veux dire? Et qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, en tout cas, de la candidature de votre challenger habituel, traditionnel même, le président Denis Sassou Nguesso? Mais je pense que je ne vais pas juger l'homme. Comme je vous ai dit, sa candidature est motivée par quel bilan? C'est le bilan social? C'est le bilan économique? C'est le bilan moral? Sur ces 3 terrains, le président a échoué. Sur ces 3 terrains, le président a échoué. Et les Congolais peuvent le témoigner. Il n'y a que ceux qui l'aiment pas. Il a le vent en poupe, hein? Il n'y a que ceux qui aiment le pouvoir qui peuvent dire que le bilan est positif. Mais le bilan, il n'est pas positif. Parce que nous ne parlons pas des choses abstraites. Nous parlons des choses que nous voyons. Et vous, M. Okilas, comme les autres journalistes, comme d'autres Congolais, on sait très bien qu'en réalité, 42 ans, c'est une perte pour notre pays, parce que d'autres pays ont avancé. Le Sénégal a avancé, le Rwanda à côté a avancé, la RDC qui est en face est en train d'avancer. D'autres pays avancent, le Burkina Faso avance, le pays qui était considéré comme un pays pauvre. Voilà qu'un jeune qui est arrivé et en moins d'années, il est en train de faire des choses extraordinaires. Nous avons eu un président pendant 42 ans qui en réalité a fait reculer le pays. Et c'est pour cela qu'il faut l'arrêter maintenant. Et la meilleure manière de l'arrêter, c'est de le sanctionner dans les bureaux de vote. Parce qu'il est candidat, il sait pourquoi. Mais les Congolais, nous savons que nous n'avons plus besoin de lui. Et la meilleure manière de le faire sortir, en tout cas de ce champ politique, c'est de le sanctionner. C'est pour cela qu'il faut que les Congolais se mobilisent. Moi, j'appelle à la mobilisation populaire. Parce que ceux qui pensent que tout est déjà gagné, non. L'élection n'est jamais gagnée d'avance. Même M. Denis Sassou Nguesso, parce qu'il n'est plus président, il est candidat, M. Denis Sassou Nguesso le sait qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance. C'est pour cela qu'il est obligé, lui aussi, d'être un peu sur le terrain, de mobiliser les gens comme il a l'habitude de faire, c'est-à-dire instrumentaliser les jeunes avec les 2000, avec les t-shirts. Mais je dis à toute cette population qui suit M. Denis Sassou Nguesso pendant ces meetings, que vous avez suffisamment pris des t-shirts, vous avez suffisamment pris des 2000, et pendant 42 ans, il n'a fait que ça. Aujourd'hui, vous devez maintenant comprendre que nous avons 5 ans pour réparer notre pays. Et ça suffit maintenant de suivre quelqu'un qui en réalité est en train de tuer l'éducation, qui est en train de tuer la santé, qui est en train de tuer nos parents retraités, qui est en train de tuer nos jeunes étudiants et qui fait en sorte que la pauvreté soit toujours là. C'est en réalité le seul qui est en train d'entretenir la pauvreté des Congolais pour qu'ils restent au pouvoir. Maintenant, ça suffit. Chaque fois qu'un Congolais va comprendre que nous avons 5 ans devant nous pour changer les choses, il faudrait qu'il prenne la bonne décision. Ça, c'est une responsabilité qui pèse sur chaque Congolais. Et c'est ce que je suis en train de demander au peuple, de comprendre et que nous puissions agir autrement. Tuer les vieux au niveau de la retraite, à vous entendre, les jeunes au niveau de l'éducation, ainsi de suite, oui. Mais vous appelez à ce qu'ils les déposent. Mais vous avez une frange des Congolais, ça nous le vivons, qui a appelé à son candidature, même au-delà de son appareil politique, même au-delà. Nous avons vu les opposants appeler à la candidature. Nous avons vu les partis du centre appeler à la candidature et au soutien de sa candidature. Vous avez suivi, vous êtes politique, vous êtes en alerte. Alors, mais derrière ces hommes, mais il y a des Congolais. Est-ce que vous pensez que c'est facile à faire? Si l'homme était impopulaire, aujourd'hui,
Je lui dis crûment, ça se passe devant les médias. On n'appelait pas. Ouvrez les réseaux sociaux, ouvrez des appels. Mais il y a des Congolais qui ont une façon de voir les choses, qui pensent encore que c'est l'homme providentiel. Qu'est-ce que vous en dites? Écoutez, moi j'entends tout ce qu'on dit, hein, parce que comme vous, je suis les médias. Nous, on travaille sur les faits. Je suis les réseaux sociaux. Ouais. À un moment donné, il faudrait que chacun fasse l'examen de conscience. Parce qu'il n'est pas question de la vie personnelle, il n'est pas question d'un intérêt particulier qu'on peut avoir en appelant à la candidature de M. Denis Sassou Nguesso. Je n'ai rien contre M. Denis Sassou Nguesso, rien contre lui. Je pense qu'il a fait son temps. Je pense qu'aujourd'hui, les Congolais, tout ce qu'ils veulent, c'est le changement. Au niveau du personnel politique, en commençant par le président de la République, et au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement, pour que nous puissions avoir un véritable changement. C'est ce que les Congolais attendent. Maintenant, tous ceux qui demandent au président, ou tous ceux qui sont en train de faire ce travail pour dire « oui, nous avons encore besoin de lui », en réalité, ce sont des gens qui trompent le peuple, mais qui, à un moment donné, assis dans leur salon, ils se disent « non, en réalité, ce monsieur ne devrait même plus être candidat ». Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que un soutien du président va dire qui va changer le bilan du président. Ce n'est pas ça. Je vous ai dit, on n'a toujours pas d'eau, on n'a toujours pas d'électricité, le pouvoir d'achat aujourd'hui a baissé, nous sommes un pays qui est en retard par rapport aux autres. Alors, à quoi bon demander au président Denis Sassou Nguesso de rempiler encore? À quoi bon lui confier encore 5 années de notre pays? Vous savez, quand le président est revenu, je crois, après, pas après la guerre, je crois en 92, quand il revient, il a une réunion avec les retraités. Il dit aux retraités, et ça se passe à la congolaise, j'ai appris que vous vous nourrissez de couprions d'Inde. C'était une manière de se moquer du président Lissouba qui était au pouvoir. Et il a dit, avec moi, tout ça va changer. À l'époque, les retraités avaient seulement 2 mois d'arriéré. 2 mois d'arriéré. Aujourd'hui, ils sont à 53 mois d'arriéré. Voilà quelqu'un qui a promis aux Congolais, qui a promis à nos parents qu'ils pouvaient changer leur vie et regarder dans quelle situation, dans quel niveau de précarité nos parents vivent. Et vous voulez me faire comprendre qu'il y a encore des gens dans ce pays qui veulent que le pouvoir de Denis Sassou Nguesso continue? Je ne pense pas. C'est ceux qui ont leur propre intérêt. Vous comprenez? Ceux qui ont leur propre intérêt à imaginer que si Sassou est toujours là, moi je serai aux affaires. Mais la question du Congo dépasse nos envies, nos intérêts personnels. La question du Congo, c'est les Congolais. Aujourd'hui, le Congolais lambda ne vit pas en paix. Combien de jeunes veulent quitter le pays? Moi, j'étais avec les artistes. Il y a un qui m'a dit il n'a pas eu ses contrats à cause d'un passeport parce qu'il ne pouvait pas voyager à cause d'un passeport. Voilà un jeune qui a son talent et qui peut vraiment vivre avec son talent, qui est bloqué à cause d'un passeport. Et combien sont des étudiants qui ne sont pas allés à l'extérieur pour continuer leurs études à cause du passeport. Et à côté, vous avez un monsieur qui va se dire non, il faut continuer avec monsieur Denis Sassou Nguesso parce qu'il a une expérience. Mais je vais vous dire, je vais m'arrêter là. L'expérience de monsieur Denis Sassou Nguesso, c'est une expérience désastreuse. Est-ce qu'on a besoin de continuer avec une expérience qui nous a mis en difficulté ou on a besoin d'aller voir ailleurs? Et je pense que les Congolais auront le temps d'écouter mon message et comprendront que aujourd'hui, on n'a plus besoin de quelqu'un qui a fait reculer le pays comme j'insiste à le dire. Alors, chers téléspectateurs, vous suivez le déballement de la réflexion politique. C'est ça notre tradition ici. Nous allons vers la présidentielle. Il faut que nous puissions essorer chaque candidat, chaque politique. Je dis Marc Bazaire ouvert. C'est l'heure de la réflexion politique. Donc, à ceux-là qui accompagnent les candidats, surtout ceux qui accompagnent le candidat sortant, le président Denis Sassou Nguesso. Lorsque de telles pensées sont lancées, ça suscite un débat contradictoire.
C'est un débat contradictoire. C'est pourquoi je vous invite à ce plateau que de surfer sur la toile. Vous avez 6 millions de Congolais ici, mais vous surfez sur les réseaux sociaux ou dans des groupes, dans des forums, vous avez parfois 60 personnes, 100 personnes. C'est ici. Allumons les débats, ouvrons-nous au débat contradictoire, c'est ainsi que nous gagnerons en culture démocratique. Les dire, c'est ici qu'on éclaire l'opinion. La balle est lancée par le président Dev. Moi, je pense qu'il a bien lancé cela. Et j'attends les répliques du côté de ces jeunes ou des appareils qui soutiennent la candidature du chef de l'État. Les réponses, ce n'est pas sur la toile en tout cas. C'est ici, en face de l'opinion. Alors, président Dev, c'est bien de parler de votre challenger de la sorte, mais vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes un opposant. Pas le moindre, vous êtes monté au créneau. C'est tout le Congo qui vous connaît, même la diaspora. J'ai l'expérience, quand j'ai fait un numéro avec vous, ça se pérennise. Et c'est la diaspora qui renvoie. Ça veut dire que vous êtes un acteur politique bien connu. Vous êtes opposant. Mais vous avez aujourd'hui le chef de file de l'opposition, le président Tsatsi Mabiala, qui a pris fuite. On appelle ça en politique, c'est la fuite. Pourquoi nous le disons? Le Congo, la République lui a donné un statut, je le dis. Je ne vois pas à l'homme, je vois à la puissance ou au pouvoir qu'il incarne. C'est lui, votre patron, même si vous n'êtes pas avec lui. Il est le chef de file. Au Congo, et excusez-moi, le Congo a voulu qu'il y ait un statut. Ça veut dire, d'ailleurs, il est à Djambala. Aujourd'hui, il a désisté, il ne part pas aux élections. Ça veut dire le candidat naturel, l'adversaire naturel ne ira pas contre le candidat du Parti congolais du travail. Alors, vous êtes opposant. Comment appréciez-vous cela? Bon, monsieur Okiles, vous parlez du chef de file de l'opposition comme s'il représentait, comme s'il représentait véritablement l'opposition. Mais c'est ce que le Congo a Alors voulu. ça, c'est sur le plan légal. Et administratif. Sur le plan des textes, voilà. Il est ce qu'il est. Mais l'opposition, ce n'est pas ce qui se fait avec monsieur Tsatsi Mabiala. Je ne pense pas qu'il est encore en train de faire l'opposition. Mais ça, c'est à lui de répondre un peu à cette question, pourquoi il n'est pas allé à cette élection. Mais je pense qu'aujourd'hui, les Congolais ont suffisamment compris mon combat. Moi, je suis celui qui accepte ce que je suis. Je suis un opposant. Parce que je pense que le courage politique commence déjà par faire la distinction entre celui qui accompagne le pouvoir et celui qui n'accompagne pas le pouvoir. Et moi, je n'accompagne pas le pouvoir, je suis à l'opposition. Et mon opposition, et je le dis toujours, ce n'est pas une opposition de principe. C'est-à-dire que je vais m'opposer à tout. Je ne suis pas un opposant principiel, que je le dis. Mais lorsque j'entends un certain nombre de compatriotes qui sont aussi à l'opposition, qui ne veulent pas aller à cette élection, je comprends leur position. Je comprends. J'étais dans une plateforme où on était avec d'autres opposants qui ont décidé de ne pas partir à l'élection présidentielle. Ce qui est tout à fait normal selon leur conception de l'élection présidentielle. Mais pour ceux qui disent que cette élection est déjà gagnée d'avance, mais j'ai une question pour ces personnes-là. Ne pas aller à l'élection, c'est peut-être une décision. Mais vous faites quoi après? Pendant cette élection, vous faites quoi? Parce qu'en réalité, le silence peut être aussi complice. Hein. Même lorsqu'on ne l'a pas pensé comme ça, le silence de l'opposition peut être considéré comme une complicité. Parce qu'en réalité, ceux qui sont en face, ceux que nous ne voulons plus voir au pouvoir, n'attendent que ça. Que les vrais opposants libèrent le terrain pour qu'ils soient les seuls sur le terrain et gagner. À quel moment vous allez contester? À quel moment vous allez parler de tricherie si vous n'êtes pas sur le terrain? Ça va être très compliqué. Et la question aussi que je voudrais poser à tout le monde, ceux qui parlent de boycott. Dans quel pays le boycott a déjà sauvé le peuple? Voilà. Je prends le Sénégal avec Abdou Diouf. Avant Abdou Diouf, ce n'était pas une situation facile. Nous avons su. Mais il a accepté d'aller à une élection.
En Gambie, c'était pareil. Dans beaucoup de pays, on a vu des situations un peu similaires où la préparation était imparfaite, mais les candidats sont allés et il y a eu des candidats de l'opposition qui ont gagné. Le problème, ce n'est pas l'élection. Le problème, c'est comme je dis, si tous les Congolais décident d'envahir les bureaux de vote pour aller dire non à M. Denis Sassou Nguesso, pour aller dire oui à M. Mafoula parce que lui veut un nouveau départ, avec lui nous pouvons redresser notre pays, avec lui l'humain, le bien-être social sera une priorité, nous allons gagner cette élection. Okay. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord, finalement, ils vont se rendre compte que le combat, il fallait le mener pendant l'élection présidentielle. Parce que c'est le seul moment où nous avons la possibilité de mobiliser le peuple. À quel moment ceux qui ne sont pas d'accord avec l'élection vont mobiliser le peuple? Ça va être très compliqué. C'est pour cela que j'interroge tout le monde. Je comprends les positions, mais je dis que le silence peut être très dangereux pour la victoire, pour l'alternance que nous sommes en train de chercher. Ce silence, évidemment, cher téléspectateur, n'arrête pas d'interroger les spécialistes en politique. La question nous avait été posée par un professeur de l'université, aussi bien à Ibarapéa, qui sollicite une réflexion sur ce plateau à propos. C'est comme le président Jean Mathias, nous disons, c'est des acteurs politiques qui s'affichent en face de la presse, qui énoncent ou bien qui annoncent leur position. Il appelait au boycott des élections, de l'élection présidentielle. Nul ne part au vote. Mais de l'autre côté, il a un adversaire, un ancien adversaire traditionnel d'ailleurs, qui a mobilisé. En ce moment-là, qui joue le jeu? Alors, le chef de file de l'opposition ne part pas. Il y a un vide. C'est la question que les gens se posent. Cependant, derrière ces leaders, ils drainent depuis toujours des Congolais militants à qui ils présentent une vision. Mais à la fin, ils ne partent pas au combat. En ce moment-là, qui est en train de duper qui? Et nous pensons parfois dans des réflexions, nous avons lu dans les livres, n'est-ce pas une façon là d'annoncer la retraite politique? Parce que le même adversaire sera en face. Le PCT vivra toujours avec son mécanisme. Si l'élection est volée d'avance, comme a pensé le président Tassima Biala, mais le PCT demeurera, quel sera son avenir politique? C'est des questions purement politiques que nous nous posons. Président Dave, Monsieur Okilas, je voudrais revenir sur le même, je vous en prie, le même sujet de l'élection, parce que j'ai discuté avec pas mal des responsables politiques qui m'ont dit non, l'élection elle n'est pas crédible, ce n'est pas transparent, ce n'est pas possible. Moi, je leur ai dit, dans aucune dictature au monde, on crée des conditions d'une élection transparente. Ce sont les acteurs qui vont forcer la porte. Ce sont les acteurs qui seront dans une situation où il faut mobiliser les Congolais. Il faut aussi montrer leurs responsabilités pour que les choses changent. La question que je veux poser à tout le monde, je prends l'exemple de celui que nous connaissons parce que j'ai beaucoup de respect pour le général Jean-Marie Michel Moukoko. Si le général Jean-Marie Michel Moukoko est dehors aujourd'hui, il dit « Je suis candidat à l'élection présidentielle ». Est-ce que les gens diront « Non, le général n'y va pas parce que l'élection n'est pas crédible ». Les gens verront Moukoko. Ils vont dire « Il peut ». Donc en réalité, ce n'est pas un problème d'une organisation de l'élection, c'est un problème de celui qui peut mobiliser le peuple. C'est pour cela que je dis, le général est en prison, il est rentré là-bas parce qu'il a participé à une élection, le ministre Okombi Salissa est en prison parce qu'il a participé à une élection, et il ne faut pas attendre la décision du PCT pour que ces personnes-là sortent. Il faut maintenant prendre la décision d'aller dans les urnes, de la même manière qu'on a fait pour Moukoko, de la même manière qu'on a fait pour Okombi, que tous ceux qui ont voté pour ces personnes-là puissent se mobiliser aujourd'hui, parce que demain, la probabilité elle est forte que nous puissions gagner et que ces deux aînés puissent recouvrir leur liberté. Merci bien. Le débat. Franchement, quand nous écoutons ça, on dit, mais le débat est ouvert, le débat des idées est ouvert. La contradiction invite la contradiction. Alors, président Dave, vous aspirez, on va toucher un peu l'économie, vous aspirez à prendre en main notre avenir à nous. Et ce Congo que vous présentez très malade. Et lorsque vous êtes carriériste de la présidentielle, ça veut dire que vous connaissez la santé politique du pays. Alors, la dette. Je n'ai pas vu, en tout cas au monde, un pouvoir qui puisse réaliser, ou bien, un pouvoir qui puisse réaliser sa vision, sa feuille de route, lorsque il pèse sur sa tête une telle dette.
n'avez-vous pas peur, une fois gagné, les élections gagnées, d'aller pour l'échec? Sinon, vous connaissez bien le caractère colossal de cette dette, même si vous, les politiques, vous ne le dites pas. Pensez-vous réussir la mission, si vous gagnez les élections, régler le problème du Congo en 5 ans de mandat, alors que cette dette entend les grands cabinets français est à payer après 20 ans? Monsieur Kilas, je ne promets pas aux Congolais le paradis. Je suis celui qui a opté pour la vérité. En 5 ans, nous ne pouvons pas faire tout ce que... Nous ne pouvons pas réparer tout ce que M. Denis Sassou Nguesso a fait en 42 ans. Mais nous pouvons faire l'essentiel. En 5 ans, je dis bien. Il faudrait que les candidats puissent dire la vérité aux Congolais. Moi, j'ai choisi la vérité. En 5 ans, je ne promets pas des miracles. Mais en 5 ans, il y a des choses que nous pouvons faire. En 5 ans, moi, je peux régler le problème social, la dette. La dette sociale, donc les arriérés de pension de retraite, nous pouvons payer ces arriérés. Nous pouvons, je vais arriver, nous pouvons régler le problème des enseignants communautaires, c'est-à-dire leur intégration à la fonction publique. Et je prends ceux qui ont plus de 3 ans de service, nous pouvons régler ce problème-là. Nous pouvons régler le problème de la bourse des étudiants. Nous pouvons régler le problème de transport, parce que nous pouvons revenir vers la subvention de l'État qui a été supprimée. C'est ce que tous les candidats disent. Attention, il y a une différence, je n'ai pas fini. Le président Kinumbi venait de le démontrer lui aussi, sur ce plateau. Bon, j'ai entendu ce que le président Kinumbi a dit, mais je ne suis pas sur la même piste que le président Kinumbi. Le problème, c'est que tout le monde peut faire des promesses, mais comment financer ? Comment financer ? C'est pourquoi je parle. Puisque vous avez évoqué la dette, je vais vous dire simplement. La première des choses que nous allons faire sur l'économie, c'est d'auditer la dette. Parce qu'en réalité, il y a une dette qui a servi le pays, mais il y a une dette qui n'a pas servi le pays, qui peut être considérée en termes économiques par une dette odieuse. C'est ce que nous ne payerons pas. J'entends certains dire, on paiera la dette parce qu'un pays responsable paye ses dettes. Un pays responsable commence déjà à regarder, est-ce que la dette a servi le pays ? Parce que, vous savez, je vais vous donner un exemple. Celui qui représente aujourd'hui le Congo à l'extérieur, c'est le ministre des Affaires étrangères. Évidemment. Celui qui a le mandat d'aller engager le pays en termes financiers, c'est le ministre des Finances. Mais le pays a été engagé sur des dettes, sur des financements, avec un certain nombre d'autorités qui n'ont pas eu mandat de la République. Ça, il faut regarder. Lorsque nous ferons l'audit de la dette, vous allez comprendre qu'en réalité, cette dette de 8 000 milliards, il y aura sûrement une dette que nous pourrons payer, il y aura une partie que nous n'allons pas payer. Donc, ce qui va déjà réduire la dette. Maintenant, la dette qu'il faut payer, il faut renégocier cette dette. Pourquoi ? Parce qu'on arrive, les caisses seront vides. Le problème, c'est qu'il faut de la discipline dans la gestion. Donc, je prends le trésor, je prends les douanes, je prends les impôts. Lorsque nous allons faire l'audit des 2 régies financières et de la maison Trésor, croyez-moi que nous aurons de l'argent. Et c'est pour cela que cet argent va servir à financer les promesses que je viens de tenir. Un peu le Il n'y a pas que ça. Le schéma gabonais. Il n'y a pas que ça. Ouais. Je suis dans une démarche de réduction du train de vie de l'État. Pourquoi ? Parce que je pense que nous avons des institutions, et je le dis depuis 2021, je crois être le premier à le dire. Maintenant, tout le monde en parle de la suppression du Sénat. Maintenant, tout le monde parle de la suppression des conseils constitutifs que la Constitution a prévu. Mais je suis le premier à en parler en 2021. Jusqu'à aujourd'hui, j'en parle. Pourquoi ? Parce que je pense que nous n'avons plus besoin de cela. Il y a l'urgence ailleurs. L'urgence aujourd'hui, c'est les étudiants, l'urgence c'est les retraités, l'urgence ce sont des chômeurs, l'urgence ce sont tous ceux qui sont en train de travailler aux côtés de l'État, par exemple les enseignants, pour que nous puissions régler le problème. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une dette qu'il faut résoudre tout de suite, parce que je vois avec la logique économique du gouvernement en place, eux, ils ont privilégié plutôt la dette extérieure, alors qu'il y a une dette intérieure qui représente 62% de ce stock. Et je vous ai dit que nous devons payer cette dette-là. C'est-à-dire que chaque année, nous allons mettre de côté
300 000 milliards pour éponger 300 milliards pour éponger les arriérés de la dette commerciale. Et les encours, nous allons payer chaque fin d'année, chaque mois. Maintenant, puisqu'il faut relancer l'économie, il faut passer par une relance industrielle. C'est-à-dire que l'économie, ce n'est pas seulement le pétrole, ce n'est pas seulement ce que nous sommes en train de voir avec les impôts. L'économie, c'est aussi l'industrie. Donc, il faut passer par l'industrialisation du pays. Et quand je vous parle de la dette commerciale, je reviens là pour qu'on comprenne très bien que c'est le levier le plus puissant que nous aurons parce que cela va nous permettre à ce que nous puissions relancer l'économie réelle avec les fournisseurs. Parce qu'un État crédible, c'est quoi? Un État crédible, c'est un État qui respecte ses engagements vis-à-vis des fournisseurs qui travaillent avec lui, des opérateurs économiques. Maintenant, vous avez vu qu'il y a un décret, je crois, décret numéro 2023-1579 du 19 septembre 2023. Ce décret qui institue la décote. Vous imaginez un État qui transfère sa crise financière vers le tissu économique de notre pays. Mais ça, c'est pour faire quoi? Ça, c'est pour tuer l'économie. C'est pour cela que moi, je promets à tous les opérateurs économiques que nous allons révisiter ce décret parce qu'il faut le corriger, parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que l'État va piller aussi les entrepreneurs locaux que nous avons. Il faut relancer l'économie et il faut commencer à relancer l'économie avec le paiement de la dette commerciale de notre pays. Alors, merci beaucoup. Quand vous abordez la dette, c'est en fait pour régler les problèmes sociaux des Congolais qui vous passionnent beaucoup. Je sais que vous êtes républicain et vous fondez plus votre politique sur la vie des Congolais. D'ailleurs, lorsque vous parlez de l'être humain. Effectivement, ma politique, c'est l'humain. Voilà. D'abord l'humain. Voilà. Il y en a qui vont vous parler des routes, ils vont vous parler de construction, je ne sais pas comment, mais en 5 ans, on ne fera pas tout ça. En 5 ans, moi, ce que je fais, je mets le Congolais au milieu de ma préoccupation. Il n'a pas d'eau, il n'a pas d'électricité, il n'a pas de travail. Comment je fais pour résoudre ce problème-là? Il est malade, ses enfants doivent aller à l'école. Ce sont des problèmes que nous allons résoudre. En 5 ans, je peux le faire. Alors, je vois là, il nous reste 13 minutes pour chuter. Alors, une question essentielle qui va un peu tout prendre parce que la présidentielle, c'est souvent question des phobies dans le pays. Vous savez bien la conscience congolaise comme elle est. Lorsqu'on convoque la présidentielle, ça fait trembler les Congolais. Du fait de vous, les politiques, permettez-moi, vous les représentez ici. C'est des peurs qu'on crée dans la société. À l'époque, il y a des Congolais qui voyageaient parce qu'il fallait vous laisser le terrain. Et nous avons une histoire triste. Notre histoire est plus riche et négativement riche dans les négativités politiques. Alors, cette élection qui s'annonce déjà, est-ce qu'elle rassure? Son déroulement rassure-t-il, selon votre thermomètre, et les Congolais et le pays dans son déroulement? Je pense que c'est un moment démocratique important. Et effectivement, par l'histoire électorale de notre pays, les gens, pendant ces périodes, ont peur. Mais qu'est-ce qui doit rassurer? C'est normalement l'État qui doit rassurer. Nous aussi, les politiques, nous devons rassurer. Évidemment. Mais c'est un travail que nous devons faire ensemble avec ceux qui sont à la manette du pays en ce moment. Parce qu'en réalité, ce qui est primordial, c'est la paix. Ce qui est primordial, c'est le peuple. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire, parce que nous le faisons pour le peuple. Donc, je pense que, oui, moi, je rassure que je suis dans une démarche républicaine, je suis dans une démarche démocratique. Les autres devraient aussi être dans la même démarche. Il faut apaiser les situations. C'est pour cela que je dis, les Congolais ils n'ont pas le droit d'avoir peur. Je peux comprendre la situation, mais maintenant, il faudrait que chacun de nous se lève pour aller engager sa responsabilité. Si on veut que les choses changent, les choses ne changeront pas parce qu'on est en train de demander le changement à la maison. Les choses changeront parce que chacun de nous prendra sa responsabilité de se lever et d'aller décider de ce que serait l'avenir de notre pays. Si on ne le fait pas, il n'y aura pas de changement. Je crois qu'on a assez prié, je crois qu'on a assez attendu. Maintenant, il faut que les gens se lèvent pour aller vers le changement. Moi, je crois que demain, nous pouvons aller à l'élection et cette élection doit se passer de façon apaisée,
et ça, la garantie, moi je donne ma garantie, les autres donneront aussi leur garantie, et que les Congolais puissent aller voter tranquillement pour que nous puissions aller vers le nouveau départ dont nous parlons depuis très longtemps. Une bonne garantie, avant de vous donner votre mot, votre conclusion, une bonne garantie, mais lorsque certains partis annoncent face aux Congolais que l'élection est gagnée d'avance par le Parti congolais du travail, ce qui nous surprend, et le Parti congolais du travail de la majorité n'en parle pas, alors qu'on dit ça aux Congolais, au vu aussi de tout le monde. L'élection est gagnée d'avance. Mais ça veut dire que ça inspire déjà la contestation. C'est de la manipulation, monsieur Okilas. Ah ouais? C'est de la manipulation. Mais l'élection n'est jamais gagnée d'avance. Parce que si c'est gagné d'avance, qui a des résultats? Mais le dire, c'est appeler déjà la contestation. Non. Alors c'est la contestation souvent qui crée des dérives. Monsieur Okilas, on ne mettra pas les charrues avant les bœufs. Ouais. D'accord? Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est dire aux Congolais que rien n'est décidé. Une élection, comme je viens de le dire tout à l'heure, n'est jamais gagnée d'avance. Même le candidat Denis Sassou Nguesso le sait. On ne mettra pas la charrue avant les bœufs. Et ce que moi je demande aux Congolais, c'est que chacun prenne la décision d'aller voter. C'est la responsabilité du peuple. Chacun prenne la décision d'aller voter. Parce que si on ne décide pas, les autres vont décider à leur place. Ouais. Parce que je comprends cette manipulation, je comprends l'instrumentalisation qui se fait en ce moment. Ça veut dire quoi? Que celui qui n'est pas instrumentalisé, qui veut le changement, mais qui décide de rester chez lui à la maison, celui qui est instrumentalisé ira voter. C'est ça le problème. Maintenant, si nous voulons le changement, il faut se lever, il faut se donner cette peine d'aller mettre son bulletin dans l'urne et choisir le candidat qui vous promet des choses réalisables, qui vous dit « moi, je suis là pour le social, moi, je suis là pour l'humain ». Et je pense que les Congolais, si ils sont d'accord avec ce que je dis, ils sauront ce qu'il faut faire. Et moi, je les appelle à se lever pour aller créer les conditions du nouveau départ. Merci, Président. Vous allez respecter, très respectablement d'ailleurs, l'opinion dans notre tradition, face à la caméra. Au sortir de cet échange, que dire, Président Dave? Je n'ai pas une formule magique. Je n'ai pas les moyens des autres. Je n'ai pas l'argent des autres. Je n'ai pas un parti comme les autres. Mais j'ai toujours fait comprendre aux Congolais que j'ai le cœur pour ce pays. Vous n'avez pas été financé. Je suis décidé pour aller changer les choses. Et pour cela, je ne peux pas le faire seul. Je demande à tous ceux qui ont compris le message, je demande à tous ceux qui m'ont vu me battre pendant des années pour le changement de notre pays, qu'ils puissent m'apporter leur soutien. J'ai besoin des étudiants, j'ai besoin des enseignants, j'ai besoin des Congolais, j'ai besoin des papas retraités, j'ai besoin des mamans pour que chacun se lève le jour J et aller décider du changement de notre pays. Je serai le président qui viendra pour, en réalité, réparer les injustices que vous avez déjà vécues pendant 42 ans. Vous m'avez posé une question pendant que je parlais. Oui, je n'ai pas prêté attention, on devait en débattre. Cette question, vous pouvez peut-être la retourner vers des personnes qui ont l'habitude de prendre de l'argent chez les gens. Moi, depuis mon bas âge, j'ai grandi avec des valeurs. Et je ne peux pas, moi, être candidat avec l'argent du pouvoir. Pour moi, ce n'est pas respecter les principes avec lesquels on m'a fait grandir. Et donc, je fais comprendre aux Congolais que ma candidature est une candidature sérieuse. Ma candidature est une candidature préparée. Depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, on s'est battu, moi et les autres, ceux qui me soutiennent, pour que nous puissions trouver, en tout cas, le minimum qu'il faut pour mener cette bataille. Donc, j'ai pris mon engagement et je demande aux Congolais de prendre aussi cet engagement, d'aller voter et pour que nous puissions aller vers le nouveau départ, parce que je pense que je suis le seul qui pourra apaiser le pays et ouvrir le nouveau départ pour que nous puissions redresser notre pays.
Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Voilà qui a été de notre échange avec le président Euphrem Dev Mafoula, candidat à la présidentielle de mars 2026. Il est le président du parti Les Souverainistes. C'est un habitué de cette course. Cet échange n'est pas encore de la campagne, comme je l'ai dit. Cet échange, comme je l'avais promis partout, c'est pour donner matière à l'opinion. Nous allons boucler la boucle des 5 ans de mandat. Il faut faire parler le politique. Il faut apporter la culture démocratique auprès du Congolais pour que le Congolais regarde à la politique, aux politiques des hommes et non aux hommes, pour que les politiques fassent des bons choix. Arrivera le moment où l'État va lancer la campagne et vous verrez sur vos plateaux les candidats parler directement à vous. Peut-être que vous parlerez en ce moment-là à leur directeur de campagne. Mais ici, nous sommes en train de creuser tous les candidats. C'est pourquoi, avec votre permission, sur ce plateau, nous attendons le candidat Angios, le premier à avoir déposé sa candidature. Les Congolais ont besoin que nous puissions vous tâter pour savoir ce que vous avez de politique, parce que vous avez rien pour le pays. En tout cas, Manongou, c'est aussi un habitué de la communication. Vous êtes attendu ici. Maintenant, le reste des cabinets ou bien des bureaux de campagne, vous êtes ouverts, plutôt cette émission vous est ouverte. Nous avons un grand produit que nous allons vous offrir aussi, parce que l'idéal pour nous, président Dev, c'est d'arriver aussi au face-à-face. Nous jurons pour ça. Il faut qu'on arrive au face-à-face, voir par exemple le président Dev en face de Kouliné Makosso, qui est le porte-parole du candidat du Parti Congolais du Travail. Ce n'est qu'en ce moment-là que nous nous sentirons à l'aise pour inaugurer le débat. Si vous me permettez, je ne serai pas face à face avec M. Kouliné Makosso. Il n'est pas candidat. Je serai face à face avec M. Denis Sassou Nguesso qui est candidat. Ok, le message passe. En tout cas, ou encore directeur du cabinet, plutôt directeur de campagne comme directeur de campagne. Porte-parole contre porte-parole. Ce n'est que de la sorte que nous pouvons respecter l'électorat. Ce n'est que de la sorte que nous pouvons respecter les règles démocratiques. Ce n'est pas sur la toile. Ce n'est pas en voyant les affiches. Les affiches ne parlent pas en démocratie. Ça annonce juste un événement. Mais ceux qui affichent, nous vous attendons ici. Ceux qui accompagnent les candidats, faites plaisir à ces candidats. Aidez-les. Aidez-les de assez communiquer, apporter leur message aux Congolais qui vont voter. Ce n'est pas vous qui allez voter. Ne vous affichez pas à côté des candidats déjà, parce que ça se mal fait. Ça viendra, nous allons le dire après. Alors, président Dev, bonne chance à vous. Merci encore pour votre disponibilité. Merci beaucoup, monsieur Okiles. Merci beaucoup. Au revoir chez vous au prochain invité. Merci.